Donc on va passer aux utilisations des GIS. Donc après avoir fait toutes vos images sur Snap, vous voulez sans doute, à partir de cette image, créer des produits, puisque si ce sont des choses qui sont destinées à des clients, une utilisation publique, généralement vous voulez les mettre en forme. Et donc du coup, pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un GIS, un système géographique, qui va permettre de superposer des couches, de faire d'autres traitements si vous voulez, d'utiliser, de mettre en page, etc. Donc on va voir ça au travers de QGIS. Donc vous avez plusieurs GIS qui existent. Les deux plus gros sont ArcGIS et QGIS. Donc QGIS, c'est le GIS gratuit, open source, que vous pouvez modifier, vous pouvez faire plein de choses avec. ArcGIS, c'est la version de Esri, qui est la version payante, où vous pouvez aussi faire beaucoup de choses, mais avec beaucoup d'argent que vous devez donner à Esri au préalable. Je peux apporter une précision? Oui. C'est pourquoi est-ce qu'on parle de QGIS? C'est parce que le projet PubSpace est orienté open source. Voilà. C'est la raison pour laquelle on a choisi QGIS. Donc en fait, oui, je remplace M. Lahaye, ou c'est celui qui devait faire la présentation, donc ce n'est pas moi, mais si vous voulez avoir la présentation. Je ne sais pas si je répondrai du coup, mais on peut essayer. Donc voilà, à travers la présentation, on va voir ce que c'est qu'un GIS, ses concepts basiques, quel type de storage il utilise, donc quel type de fichiers vous pouvez mettre dedans, quels fichiers vous pouvez traiter, etc. Une introduction à QGIS, une introduction aussi bon, peut-être juste très rapidement un système de coordonnées de projection, c'était la question de tout à l'heure, comment on traite des fichiers sous la même projection, comment on les superpose, etc. Comment on fait de l'analyse de GIS et des maps thématiques. Donc à partir de, vous allez voir qu'il y a deux grands types de fichiers qu'on utilise, ce sont les shapefiles et les rasters, en TIFF généralement. Et donc du coup, voilà, là, vous pouvez analyser des vecteurs, faire des cartes thématiques, faire des choses, des mises en forme de tous ces formats, pour les extraire ensuite dans un format qui vous est le plus souhaitable ou celui que vous voulez utiliser pour vos travaux. Donc exporter ces datas et ouais, voilà, un aller-retour entre le GIS et QGIS. Donc une définition fonctionnelle d'un GIS, donc en anglais Geographic Information System, en français système d'information géographique. Donc c'est un système où vous pouvez mettre de la donnée, la manipuler, la sauver, la sauvegarder sur vos machines, l'analyser, faire des reporting, extraire de l'information, etc. Donc un GIS s'est construit de façon très différente, donc selon les architectures. Le GIS, la QGIS est construit, donc c'est un hardware qui est couplé à une table de visualisation des données, ou à un système de gestion de géodatabases, etc. Donc un GIS, c'est vraiment une agrégation de plusieurs systèmes qui vous permet de faire différentes choses. Donc, le but principal, c'est d'afficher une information et de la construire pour qu'elle soit compréhensible par n'importe qui. Donc là, l'exemple qui a été pris, c'est les attaques de requins. Donc, ce qui est mis en avant, c'est un fond de carte sur les continents, enfin sur la Terre, et le nombre d'attaques totales et le nombre d'attaques fatales qui ont occasionné une mort, j'imagine. Donc, tout ça, c'est des données que vous allez mettre dans votre GIS et que vous allez pouvoir afficher, que vous allez pouvoir modifier, donc mettre de la couleur, pouvoir les recentrer, mettre de l'information textuelle, etc., pour à la fin obtenir une carte que vous pouvez montrer sur les attaques de requins jusqu'en février 2015. Oui, vas-y. En fait, ça fait rigoler ces attaques de requins. C'est parce que, bon, Anthony et moi connaissons le contexte. En fait, PubSpace, c'est un milieu dans lequel les gens vont brainstormer sur ils appellent ça des challenges, donc un problème particulier. Et il citait comme exemple comment peut-on, par télédétection et par données géospatiales, monitorer le risque d'attaque de requins sur la surface terrestre. Et donc c'est pour ça que ce
cette couche d'information attaque de requin intervient. Mais bon, ça peut être n'importe quel, et on en rediscutera peut-être, même sûrement à la fin de cette formation, quels seraient les challenges d'intérêt à la région wallonne qui pourraient, dans le même contexte, être adressés via les méthodes de télédétection Sentinelle-2, Sentinelle-1 et l'outil d'information locale. Région wallonne, dans les villes ou n'importe quelle échelle. Hein. Ok, merci pour cette information contextuelle de la carte. Donc du coup, ce que vous allez vouloir par exemple faire, c'est pour une certaine île, Hawaï, La Réunion, aller montrer des données beaucoup plus spécifiques. Donc ce que vous allez pouvoir afficher sur votre GIS, c'est ces différentes informations. Donc vous avez rentré les attaques de requins, donc vous avez un fond carto, donc vous avez ici, alors je ne suis pas sûr que ce soit La Réunion, vous avez une île, et donc du coup, vous affichez, donc ça c'est la première l'information raster, et vous voulez mettre vos différentes attaques de requins, et donc vous allez pouvoir afficher ces différentes attaques sur les côtes de cette île, et du coup pouvoir montrer que voilà, près de quelque chose les Bains, vous avez beaucoup plus d'attaques qu'à la rivière ici. Donc vraiment, le GIS, ça vous permet d'afficher de l'information et de la rendre cohérente. Donc, si on reprend ce qu'on appelle le shapefile attaque de requin, ce shapefile est composé de différents fichiers. Donc, c'est des points rouges. Donc, un fichier du shapefile permet d'être affiché. Mais ce shapefile contient aussi différentes informations qu'on appelle une table d'attributs que vous allez pouvoir renseigner en fonction des points que vous avez. Donc, chaque point ici un code ID avec certains d'autres codes, vous pouvez mettre les coordonnées, etc. Donc vous allez pouvoir rentrer un nombre d'attributs infini. Si vous voulez 300 informations pour chaque point, vous allez pouvoir le faire. Et donc tout est contenu dans ce shapefile que vous allez afficher attaque de requin. Donc là, voilà, vous avez ici, il vous donne l'exemple, vous pouvez mettre le nom du pays, la taille du pays, la population, etc. Donc, dans ce système, vous allez pouvoir lier le fichier en lui-même et ses informations, pouvoir le dessiner sur une carte que vous allez pouvoir choisir et modifier selon l'usage que vous voulez en faire, et ensuite éditer ce fond de carte ou ce fichier. Donc, les différentes fonctions du GIS. Vous avez la fonction visualisation, donc l'île qu'on a vue, typiquement l'île qu'on a vue avec les différents points où une attaque a été recensée. Donc vous faites un fichier, ouvrir, vous ouvrez cette carte, vous ouvrez ces points, et donc vous pouvez regarder sur une carte, vous balader dans la carte, zoomer, dézoomer, sélectionner, etc. Vous pouvez changer les couleurs, donc là, typiquement, mettre en point rouge les attaques fatales, voilà, ça montre que le danger est là. Donc vous allez pouvoir changer ces couleurs et pouvoir donner n'importe quelle information, enfin trait d'information en fonction de la couleur. Vous pouvez changer aussi la forme du symbole, la façon dont il est affiché, etc. Donc en database, vous allez pouvoir apporter de l'information géographique. Donc admettons que vous avez traité des images Sentinelle-2 du 14 novembre 2018. Vous savez qu'il y a eu une attaque aujourd'hui, ce matin, une attaque de requin. Donc vous traitez les informations Sentinelle-2 sous Snap, vous construisez votre image, vous l'exportez en TIFF, et ce TIFF-là, vous allez pouvoir le ramener dans QGIS et afficher la Sentinelle-2 dans la fenêtre de visualisation et importer ensuite les shapefiles différents les routes, le nom du pays et les attaques de requins. Et donc, du coup, vous allez pouvoir l'analyser en disant, bon, bah, on trouve des zones où on voit plus d'attaques, et donc, du coup, vous allez pouvoir analyser votre produit en disant que la majorité des attaques se trouvent vers telle ville, ou sur la côte ouest ou sur la côte est. Une petite question, je ne sais pas si tu en parles à un moment, est-ce que je pense qu'il y a des outils pour télécharger directement Sentinelle-2 dans... Oui, ça c'est les plugins, mais je crois qu'il y a des slides, ouais, c'est plus loin. Donc les features, donc c'est vraiment les fichiers d'objets que vous pouvez ramener. Donc
comme je disais, il a une forme. Donc là, c'est par exemple un point qui représente une attaque de requin. Il a une localisation, donc vous allez pouvoir lui dire c'est la latitude et la longitude de ce point, c'est ça. Et donc du coup, le mettre dans le même système de coordonnées de référence que votre carte, que vos autres couches d'informations, telles que les routes ou les noms, enfin ce que vous voulez. Vous allez pouvoir lui donner un symbole, donc là, typiquement le rond rouge, vous pouvez changer aussi. Et en attribut, vous pouvez mettre la description de l'attaque, comme vous pouvez mettre aussi la date, etc. Donc les attributs qui sont dans ces fichiers ont ont pas mal de formats. Donc format texte, format nombre, des nombres à virgule, des dates, des latitudes, longitudes, etc. Donc vous pouvez customiser tous vos attributs pour que chaque point ait un attribut qui donne une certaine information. Donc les layers, donc les couches, c'est la façon dont fonctionne le GIS. C'est une addition de couches d'informations que vous superposez pour obtenir à la fin l'information finale que vous voulez montrer. Donc la première information ici, c'était quelle île quelle région je veux montrer. Donc là, typiquement, c'est l'île X. Donc ma première couche d'information, la base, c'est la carte. Ensuite, c'est mes attaques de requins. Donc cette couche, c'est une autre couche où sont représentées toutes les attaques. Et à la fin, vous superposez ces deux couches pour obtenir une seule carte qui va vous montrer où se situent toutes les attaques. Sachant que sur cette carte, vous pouvez rajouter aussi tout ce qui est, donc c'était bien la réunion, toutes les limites administratives, vous pouvez rajouter les routes, et toutes ces informations dans le QGIS, c'est téléchargeable directement. Donc vous pouvez rajouter plein d'informations selon ce que vous voulez construire à la fin comme carte ou comme information finale. Donc vous pouvez, dans un GIS, vous mettez la carte de la réunion, enfin le raster de la réunion Sentinel-2, donc il va vous l'afficher ce qu'ils appellent en full extent. Donc vous allez voir la carte entière. Mais dans le GIS, vous pouvez zoomer et dézoomer, vous pouvez aller voir d'autres zones, etc. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est régler l'échelle de votre carte. Donc si vous voulez une carte générale, si votre but c'est de faire une carte générale, vous allez la mettre à une certaine échelle où on voit toute l'île, et donc du coup exporter cette map à cette échelle-là. Mais si votre but c'est d'aller montrer une certaine région, une certaine ville ou un certain nombre d'attaques, bah vous allez pouvoir zoomer sur cette région avec les points qui lui sont associés et exporter juste cette petite région. Donc ça vous donne vraiment la possibilité de manipuler les informations comme vous le voulez. Donc, une petite aparté sur les vecteurs vs raster. Donc, comme je disais... J'allais poser la question, je n'ai jamais compris la différence entre les deux. Bah, en fait, le raster, typiquement, c'est la carte, c'est l'image. Donc, c'est des géotifs, des HDF5, tous les formats d'images qu'on peut avoir. Donc, on appelle ça généralement des rasters. Ouais, tu voulais... Oui, c'est juste une image avec des pixels. Voilà, c'est ça, c'est pixelisé. C'est une matrice, exactement, c'est une matrice. Voilà, c'est une matrice avec des pixels qui ont un certain nombre, etc. Donc, alors que les vecteurs... On lui donne simplement les coordonnées de tout ça. Voilà, c'est ça. Et alors que le vecteur, c'est les points d'attaque des requins que j'ai montré, qui lui a un tableau d'attributs pour chaque point qui lui est associé. Ouais, donc les vecteurs peuvent se représenter sous, j'allais dire une infinité, mais peut-être pas une infinité, mais sous une très grande variété de formes. Donc vous avez des points, des lignes ou des polygones. Vous pouvez tracer des polygones de la dimension que vous voulez. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec des shapes, faire les formes que vous voulez qui répondent à la problématique à laquelle vous voulez répondre. Les rasters, comme on l'a dit, c'est une matrice, donc soit continue, donc vous avez le codage est entre 0 et 256, donc vous avez des pixels entre 0 et 256. Soit vous avez des grilles de catégories, vous voulez dire que la mer c'est 1, la terre c'est 2, le nuage c'est 3.
Donc voilà, vous allez représenter ça de façon différente. Sachant que les rasters, du coup, se différencient là-dessus avec des tailles différentes, des complexités différentes selon la méthode d'affichage. Mais ça dépend ce que vous voulez faire par la suite avec ce type de données. Sachant que tous les pixels ont une origine et un nombre. Oui, les GIS vous permettent aussi de manipuler ce qu'on appelle des géodatabases. Donc dans QGIS, c'est beaucoup plus courant que dans ArcGIS. Vous pouvez stocker, donc imaginons que vous avez un projet sur les attaques de requins sur le monde entier et vous voulez séparer vos travaux sur différentes régions, sur différentes dates, etc. Donc dans QGIS, vous allez pouvoir rentrer toutes vos informations et sauver le projet dans des géodatabases et ensuite séparer les projets dans cette géodatabase en donnant toutes les informations qui vont être sur un seul lieu. Et ensuite manipuler cette géodatabase par la suite en l'exportant pour pouvoir extraire des informations seulement sur une région, ou seulement sur une autre, ou seulement à telle date ou à telle date. Ou vous voulez juste extraire tous les shapefiles. Donc si vous exportez par exemple la géodatabase et que vous la donnez à un collègue, lui il va pouvoir faire des requêtes sur cette géodatabase pour dire je veux tous les shapefiles ou tous les rasters qui sont inclus dans cette géodatabase. Donc ça vous permet vraiment de manipuler une quantité d'informations et des quantités de couches d'informations très très grandes. Et ensuite, au lieu d'avoir à chercher une par une, qu'est-ce que je veux prendre, de faire des requêtes et de tout prendre d'un seul coup. Qu'est-ce qui était mal? Oui, donc du coup, la couche, c'est la représentation visuelle de ces fichiers. Et la géométrie est stockée dans un tableau que vous pouvez ouvrir pour aller regarder les coordonnées, son ID, etc. Donc dans QGIS, on gère les géodatabases qu'on appelle avancées avec des PostgreSQL, des PostGIS ou avec GRASS. Ce sont des hardware qui sont greffés à QGIS qui vous permettent de faire de la gestion de géodatabases. Donc dans QGIS, généralement, vous vous attaquez pas à des géodatabases directement, mais une fois que vous êtes avancé avec les GIS et surtout QGIS, vous pouvez gérer tous vos projets avec des géodatabases et donc utiliser ces composants hardware software pour aller gérer tout ça. Oui, donc QGIS, même si c'est open source, ça suit le standard OGC. Donc le standard OGC, c'est quoi très brièvement, parce que même moi, je ne connais pas la définition exacte. C'est des règles qui sont issues par l'OGC sur la façon dont vous allez produire des couches d'informations vectorielles ou raster. Donc vous avez l'assurance que ce que vous exportez de QGIS, vous allez pouvoir le mettre dans ArcGIS, par exemple. Voilà, donc, cette illustration vous montre un peu comment les géodatabases peuvent être formées. Donc, si vous voulez refaire, je sais pas, le paysage de la Wallonie, vous avez une database ou une pile d'informations sur toutes les routes de la Wallonie, une sur tous les buildings et une sur toutes les zones de végétation. Vous pouvez additionner ces géodatabases, l'appeler Wallonie et la séparer. Donc, du coup, dans cette géodatabase, vous pouvez séparer soit en une géodatabase interne de toutes les routes, de toute la végétation urbaine, mais sinon les recroiser et extraire toutes les zones qui intersectent, je ne sais pas, toute la végétation qui est proche de la route à moins de 1 mètre. Vous pouvez faire des requêtes comme ça et qui va vous donner toutes les géométries en shapefile de ces routes en Wallonie qui sont proches de la végétation à quelques mètres. Donc oui, dans QGIS, vous avez deux types de... Vous avez le QGIS desktop. Donc ça, c'est vraiment la fenêtre, c'est celle que vous voyez ici. C'est comme Snap, c'est la fenêtre de visualisation du logiciel que vous ouvrez et que vous pouvez manipuler pour afficher toutes vos couches. Et le QGIS browser, qui est en fait LED, si je me souviens. Ouais. Qui est en fait l'aide de QGIS qui vous permet
de chercher des fonctionnalités qui existent dans le logiciel et de savoir comment s'en servir. Alors pourquoi QGIS? Bonne question. Donc, QGIS est libre, donc ça rejoint ce que disait Christian au tout début. Donc, vous pouvez le télécharger sur le site de l'OSGeo, vous pouvez le télécharger un peu partout. Il s'installe très très vite, il est très facile d'utilisation, il est très user-friendly dès la première utilisation. Moi, le gros avantage que je trouve, c'est que QGIS c'est cross-platform, donc autant Windows que Linux. Donc vous pouvez faire, enfin personnellement je fais des traitements sous Linux, que j'importe ensuite sous Windows, et en fait vous pouvez les visualiser, c'est toujours la même chose. Le logiciel est exactement pareil sur toutes les plateformes. Donc du coup, si vous êtes plus habitué à Linux, vous avez un GIS qui s'installe aussi très très facilement sous Linux. En moins de 5 minutes, vous pouvez utiliser QGIS. Et donc, du coup, réaliser tous vos traitements sous Linux avec, par exemple, tous les traitements radiométriques, géométriques, etc. que vous faites sur tel ou tel type de données, Sentinel ou autre, radar, optique. Les mettre dans QGIS dans Linux, faire vos géodatabases, on va dire, et en fait les exporter vers Windows où je sais pas, vous avez votre mail et que vous voulez envoyer la chose à un collègue ou quoi. Oui, son utilisation est de plus en plus admise, on va dire, et grossie. Donc le logiciel qui était utilisé normalement en GIS était ArcGIS, mais qui est payant, qui permet de faire aussi beaucoup de choses et qui est très puissant, mais qui demande des licences assez différentes selon que vous voulez utiliser certaines toolbox ou pas. Et donc du coup, les gens se mettent de plus en plus à utiliser QGIS, et surtout parce que, donc on en parlera plus tard, je pense, oui, on en parlera plus tard, QGIS permet d'intégrer des scripts en Python, en des applications qui sont faites pour QGIS, directement en tant que plugin. Et donc du coup, vous pouvez utiliser, on va dire, même si ce n'est pas le cas, le logiciel du CSL en téléchargement en plugin dans QGIS. Vous le téléchargez, il s'installe dans QGIS, vous pouvez l'utiliser. Et ça, généralement, sur tous les plugins, ça se fait en moins de 2 minutes. Et ça permet d'utiliser du coup tout ce qui est développé par le monde académique, de la recherche, ou des plugins qui sont développés par des entreprises qui veulent les mettre en libre accès pendant un certain moment. Oui, bon, le dernier point, c'est comme ArcGIS. Ouais, QGIS est hosté, est hébergé par OSGeo. Donc vous avez un suivi très fort de la plateforme QGIS, des avancées, de tous les plugins qui sont uploadés, des nouveautés qui sont ajoutées au logiciel. Et donc du coup, ça en fait un logiciel qui est quand même très robuste malgré son open source et qui est sûr d'utilisation. Si quelque chose paraît dans QGIS et qu'il a été validé, généralement c'est que ce logiciel, ce plugin marche et que vous pouvez l'utiliser sans problème. Il y a plusieurs versions, quand même, toujours des versions consolidées. Des versions oui, comme tous les, ouais, c'est ça, comme tous les développements informatiques, vous avez. Est-ce qu'il est mieux uniquement de se baser sur la consolidée ou Ça dépend ce que vous en faites. Si vous faites du développement dessus, vous pouvez utiliser les versions qui sont encore en bêta ou certaines fonctionnalités du logiciel. Si, par exemple, moi, j'utilise une version consolidée parce que je n'en fais pas usage, enfin, je n'utilise pas QGIS pour des traitements avancés, c'est très... On a un profil de chercheur où on peut se permettre et on va aller chercher les dernières nouveautés qui disent Clopastar, ou un profil de production. Oui, voilà. Un profil de production, il va chercher la stabilité, que les scripts marchent pendant un certain temps, et la long time release, donc la LTR, elle permet de rester stable en production pendant un certain temps, avec une roadmap et un cycle de mise à jour. L'autre est plus expérimental, ça ne veut pas dire mauvaise, mais on est plus avec un profil chercheur. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Expérimenteur, voilà. Généralement, si vous téléchargez une NRT... Et on peut même avoir les deux. Généralement, moi, quand je télécharge une NRT, c'est que je veux aller tester. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui avait été ajouté, qui est dit instable, etc. Mais je veux aller tester ce truc. Il ne peut pas être ajouté dans le stable Non. Mais par contre, vous pouvez avoir les deux en cohabitation.
Ce qui n'est pas possible avec ArcGIS, par exemple. Avec ArcGIS, vous avez un ArcGIS et vous voulez ajouter des trucs. Oui, après, il faut avoir ArcMap ou enfin, d'autres choses, mais c'est beaucoup moins facile que QGIS. QGIS, tu peux installer 12 versions de QGIS sur le PC. Un projet dans un, on peut l'ouvrir dans l'autre? Si c'est des versions stables, ou généralement, oui. LTR, on Mais, peut l'ouvrir dans l'expérimental, parce qu'en général, il est rétro-compatible en version. Par contre, quand on l'ouvre dans la version expérimentale, la dernière version, on ne sait pas toujours l'ouvrir dans le LTR. Ça dépend ce qui a été changé entre les deux, quoi. Il est compatible dans un sens, certainement, dans l'autre. Mais généralement, si tu prends deux versions stables qui se suivent, ça communique bien. Même deux versions avant, ça communique bien, oui. Ouais. En tout cas, j'ai jamais rencontré de gros problèmes à traiter des données ou à réafficher des données. Il y a peut-être des petits boutons qui changent, des trucs comme ça, mais insignifiants. Ça n'impacte pas la production que tu fais dans le logiciel. Donc voici l'interface de QGIS. Donc ça ressemble beaucoup à Snap aussi. Donc vous avez une fenêtre de visualisation de vos données, un bloc qui recense toutes les couches que vous avez pu ajouter. Donc là, un thematic layer, donc c'est les routes. Vous avez donné des couleurs différentes aux routes A, B, aux locales, aux autoroutes, etc. Ici, ce sont toutes des couches vecteurs que vous avez, donc d'eau, que vous avez mis dans un seul groupe. Donc si vous avez par exemple plein de couches qui traitent de l'eau, vous pouvez les regrouper dans un seul groupe de vecteurs, dans une seule groupe de couches, pour dire que c'est toutes les couches en eau. Donc ici à gauche, vous avez tous les boutons pour ajouter différents types de couches, donc les vecteurs, les rasters, des lignes, une web map, plein. Les lignes ne sont pas dans vecteur. Les lignes ne sont pas dans vecteur. Si, les lignes sont. Non, en fait, c'est ça. Je sais plus exactement. J'ai des lignes parce que j'ai vu celui-là. Je sais plus exactement ce que c'est celui-là. Mais... Ajouter une couche vectorielle. C'est ouais. Ligne, point, polygone. Vous avez une toolbar, donc vous avez des outils pour zoomer, pour revenir à une certaine échelle, pour reprendre l'information des couches au point où vous cliquez, pour rafraîchir, etc., pour faire du calcul de raster. Et donc une autre toolbar où vous avez du coup là les options du logiciel, les plugins que vous pouvez installer, les opérations sur les vecteurs que vous pouvez faire, sur les databases, sur les rasters, etc. Donc vraiment, c'est une présentation classique de tout logiciel de traitement géoinformatique. Ah oui, cette fenêtre-là, qui est là où vous avez toutes les processing toolbox. Donc typiquement, là, par exemple, vous avez tout ce qui est GEDAL, GRASS, OTB, Saga, etc. Ça ressemble beaucoup au toolbox de ArcGIS, mais c'est tous les logiciels extérieurs ou internes que vous pouvez amener dans QGIS. Donc les panels, donc vous pouvez faire différents panneaux où vous allez afficher différentes informations. Donc un panneau pour les couches, un panneau où vous allez, c'est le système de fichiers qui est relié à votre machine, donc pour aller chercher différents fichiers au lieu d'aller les exporter d'une fenêtre à une autre, vous allez les chercher ici et vous les importez directement. Vous pouvez ajouter des toolbars, vous pouvez les customiser pour ajouter certains outils, certains plugins, etc. que vous avez choisi de faire. Donc toute l'interface QGIS est vraiment customisable. Jusqu'à quel point, je ne sais pas trop, mais moi je crée mes barres rouges et les mêmes thématiques de traitement, on va dire, qui sont réunies pour aller pouvoir les chercher assez facilement. Donc là, vous avez la fenêtre de la couche, des propriétés de la couche où vous avez double-cliqué. Donc toutes les fenêtres se présentent sous le même format, que ce soit un vecteur ou un raster. Donc vous double-cliquez dessus, et là vous avez une ribambelle de panneaux qui vont s'ouvrir. Vous pouvez aller modifier. Donc là, vous avez le panneau général où vous avez l'information, le système de coordonnées de référence, l'échelle pour la visibilité, mais vous pouvez aller changer
le style de la couche. Si c'est un vecteur, vous pouvez changer les attributs, vous allez pouvoir visualiser les attributs et les changer, etc. etc. Donc, vous pouvez voir toutes les propriétés de votre couche et aller les modifier si vous voulez. Les plugins, donc ça pour moi c'est vraiment le gros avantage de QGIS par rapport à un logiciel comme ArcGIS, c'est que vous pouvez télécharger des plugins. Les plugins c'est quoi? Ce sont des outils, des nouvelles fonctionnalités qui sont mises à disposition par des tiers ou par vous ou par des universités ou même par la firme du logiciel, qui permettent de faire certaines opérations. Donc, si vous avez quelque chose que vous ne savez pas faire dans QGIS, vous pouvez aller chercher s'il n'y a pas un plugin qui le fait. Et vous en avez des milliers. Donc, vous trouverez sûrement quelque chose dont quelqu'un a pensé que, tiens, on ne pouvait pas faire ça dans QGIS, bah, je vais créer un plugin pour pouvoir l'ajouter à QGIS et en faire partager à tout le monde. Donc ça, vraiment, et généralement, ça prend une microseconde pour le rechercher, au maximum quelques minutes pour l'installer, et c'est directement utilisable. Pas besoin de redémarrer, généralement pas besoin de redémarrer, etc. Donc ça, c'est un avantage, c'est un des gros avantages de l'open source, c'est que c'est collaboratif, tout le monde s'entraide, beaucoup de monde s'entraide, et donc du coup, vous pouvez aller chercher typiquement des traitements radar. Il y a des plugins de traitement radar dans QGIS où vous pouvez télécharger des tout petits bouts de code qui sont vraiment assez bidons à faire, mais qui sont très utiles si vous voulez enchaîner des opérations. Vous téléchargez les plugins, vous l'ouvrez, vous faites le traitement et vous pouvez les enchaîner comme ça. Voilà, donc il y a un plugin qui s'appelle Processing. Celui-là est installé, je pense, à la base du logiciel et qui vous permet en fait d'afficher dans la toolbox tous les processing qui vont être disponibles. Donc là, si je prends par exemple quelque chose, il n'y est plus, mais GDAL, qui est installé avec le logiciel. Donc GDAL permet de faire, GDAL OGR permet de faire beaucoup d'opérations sur les rasters et sur les vecteurs. Donc avec GDAL, je ne sais pas moi, par exemple, transformer un raster en vecteur, donc vous le faites par GDAL, vous avez GDAL qui est l'application GDAL Polygonize qui fait ce traitement, est accessible directement dans la Processing Toolbox de QGIS. Donc si vous voulez pas, si vous êtes allergique aux lignes de commande, là il y a une belle petite fenêtre qui s'affiche, qui vous fait le traitement et qui vous permet de récupérer le fichier vectorisé de votre raster. Le browser, donc c'est très utile dans un logiciel de pouvoir aller chercher dans vos documents de façon simple et d'amener des couches au lieu d'avoir plein de fenêtres ouvertes sur son PC, de faire de l'amener dans le logiciel par un drag and drop. Là, vous avez un browser panel où vous faites un drag and drop, mais directement de votre dossier vers la fenêtre de visualisation qui est par exemple à gauche. Donc sur le desktop de QGIS, vous pouvez créer des raccourcis dans vos fichiers, donc comme ce qu'on a vu avant. Vous pouvez ajouter un nombre très grand de là où vous voulez démarrer le browsing de vos fichiers. Donc là, par exemple, il y a C et D, c'est vos racines, mais disons que je mets mes traitements dans D, X, puis Y, puis Z, puis W, et que mes traitements sont là. En fait, vous pouvez ajouter directement W ou le fichier au-dessus, le fichier mère dans ce browser pour accéder directement à tous vos traitements. Ça semble assez futile comme ça, mais quand vous faites ça toute la journée ou toute la semaine, ça vous sauve un temps assez phénoménal à la fin, je pense. Donc comme les autres, vous avez la possibilité de faire des projets avec toutes vos datas. Donc c'est ce que je disais, de faire des géodatabases, des fichiers projets pour sauvegarder. Donc si vous êtes en train de faire quelque chose, c'est la fin de la journée, vous rentrez chez vous, vous sauvez ça dans un projet, donc un QGS. Et le lendemain, vous ouvrez juste le QGS, ça vous remet le projet là où vous étiez arrêté avec toutes vos couches, ce que vous aviez fait, etc.
Tout est storé, enfin tout est sauvegardé nativement en shapefile dans QGIS, mais comme c'est quelque chose qui est vraiment utilisé de façon très courante, ça ne pose, je ne pense, aucun problème. Et oui, c'est très utile pour les points, les lignes, les polygones. Et ce qu'il y a au-dessus, c'est ça sauve les géométries, les locations géométriques, les informations d'attributs, de toutes les géographies, mais comme dans tout GIS, vous avez tout ce qui est sauvegardé dans toutes vos couches. Donc, pour ajouter une map, de l'information à votre visualisateur, comme je vous disais, vous ouvrez votre panel, là où sont vos traitements ou vos couches, typiquement là dans Data Laurent Maurice, et vous voulez ajouter cette couche-là, donc vous la prenez, vous la drag and droppez dans la visualisation, votre couche s'affiche, et vous pouvez commencer à la traiter. Vous pouvez trouver un nombre d'informations en utilisant cette toolbar, donc zoomer, rescaler, etc. Accéder aux attributs, donc si vous avez un vecteur, vous accédez à la table d'attributs, vous pouvez exécuter certaines opérations sur le vecteur en calculant, je ne sais pas, vous avez des polygones, je travaille sur la forêt, vous avez des polygones de certaines parcelles, vous voulez savoir vous voulez sélectionner que les parcelles au-dessus d'un hectare, vous ajoutez un attribut, vous calculez avec ce petit outil, il va vous calculer toute la surface en hectares de vos polygones, et ensuite vous sélectionnez celle au-dessus. Donc ça vous permet de vraiment manipuler vos vecteurs de façon extrêmement facile. Vous avez des ressources, donc une très grosse documentation. QGIS est très documenté, donc c'est plutôt bien pour les novices qui veulent l'utiliser. Vous avez généralement toutes les questions que vous vous posez sur l'utilisation de base du logiciel, les réponses sont dans ces tutoriaux que vous pouvez télécharger, suivre. Il y en a des plus longs, des moins longs, selon ce que vous voulez apprendre à faire. Coordonnées de projection, ça je vais passer assez vite parce que je pense que ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir visualiser toutes vos couches dans un même système de projection. Il faut savoir que tous les GIS, quand vous l'ouvrez et que vous ajoutez une couche, la map de visualisation prend le système de projection de votre première couche. Donc si vous voulez par exemple ajouter deux couches qui ont, comme on disait tout à l'heure, un Lambert 92 et un Lambert 93, si vous ouvrez le Lambert 93 et que vous mettez le Lambert 92 par la suite, vous aurez un décalage. Et vous devez reprojeter la couche qui est dans le Lambert 92 en Lambert 93. Il ne fait pas le rééchantillonnage automatiquement. Si, il le fait automatiquement, mais il le fait, tu as quand même des problèmes géométriques. Sauf quand c'est fait en lat-long, généralement, là, comme c'est un système de coordonnées global sans déplacement de points, là, c'est assez facile. Mais il refait le rééchantillonnage, mais généralement, il y a un décalage. Donc, par exemple, moi, sur ma forêt, j'utilise un transverse Mercator universel en 31 nord. Si j'ai une couche en 32 nord, je la mets dedans, il va y avoir un problème de décalage géométrique. Et donc, du coup, je vais devoir reprojeter, ou aller en WS84, je vais devoir la reprojeter en UTM pour obtenir le même système de projection. Ça ne se fait pas à la volée? Non. Non. Il y a moyen de l'activer, mais moi, je dis non parce que je n'ai pas confiance en cette fonction. Ouais. En fait, ça dépend vraiment des types de projections. Si elles sont relativement basées, par exemple, sur la même ellipsoïde, c'est très facile. Si en plus il y a un changement d'ellipsoïde, donc par exemple, on passe du Lambert 2008 au Lambert 72, enfin de 72 à 2008, donc c'est deux projections belges, une basée sur le Belgium Datum 72, donc c'est une ellipsoïde internationale 1924, et l'autre c'est le même que pour le WGS 84. Il y aurait un problème. Il y a la transformée doit mettre 7 paramètres entre les deux, mais là à la volée, c'est pas très performant. Et il y a maintenant des méthodes de projection plus performantes entre le 72 et le 2008. Donc là, il faut aller sur le site de l'IGN Belgique, télécharger, il y a une grille NTV2 qui permet, et qu'on peut installer dans le logiciel et qui permet de faire par exemple ce type de transformé et qui est supporté par QGIS. Donc là, on sait le faire. Donc ça dépend vraiment des sources de données, des projections, mais il peut le faire à la volée. J'ai cru entendre que Esri sortait cette semaine un outil de correction d'Argis.
Voilà, et il faut savoir que la grille NTV2, c'est moi l'auteur. Donc j'ai été faire un exposé à l'IGN. Pour la géodésie, vous pouvez m'appeler pour les questions dans la matière. Est-ce qu'il y a une projection que vous utilisez plus souvent que d'autres pour Alors, nous, en tant qu'administration wallonne, on utilise les projections en vigueur en Wallonie, qui sont actuellement le Lambert 72. Il faut savoir qu'on est sur le point d'adopter le Lambert 2008. Et donc là, il y a un groupe de travail sur le géoréférentiel Lambert 2008, dont je préside le groupe Lambert 2008. Donc si vous avez des questions, on est en phase d'adoption. Mais par exemple, pour la politique agricole commune, Oui. est-ce que vous avez développé des cartes? Parce qu'après, on rentre dans un référentiel européen. Comment est-ce que ça va se passer? Alors, ce que nous développons ne doit pas entrer dans le référentiel européen. Ce qui se passe au niveau européen, c'est la directive Inspire. Et donc là, c'est pas dans nos systèmes de production, c'est plutôt dans des systèmes de reporting. Donc là, on fait des reprojections ad hoc pour les rapportages européens. Et nos systèmes de production au quotidien sont dans les systèmes de projection belges officiels. Parce que les cartes de l'hygiène, nos cartes de référence, nos orthophotos sont projetées. Voilà. Donc on travaille au quotidien. Les agriculteurs ont des interfaces où ils voient d'ailleurs toutes les données en langage belge. Donc, si on produit des cartes, des images Sentinelle-2 ou Sentinelle-1, pour vous, ce serait en Lambert la projection? Ça fait partie des choses en réflexion. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas transformer quelques données vectorielles, à savoir nos parcelles agricoles, en WJS 84, parce que c'est très léger, que de commencer à faire de la reprojection d'un gros volume de raster. Sauf si c'est des orthos qui entrent en jeu à un moment. Voilà, c'est une question de volume. Voilà, sachant que les images SAT, on va peut-être avoir des traitements hebdomadaires, alors que de l'autre côté, on n'a pas encore choisi de stratégie. On est là pour s'informer, pour voir comment travailler, tenir compte de vos expériences. On voulait connaître votre expérience. Moi, c'était tout le temps en Daxlank de Ouais. parce qu'on travaillait au niveau global, sur le continent africain, Asie, Amérique latine. Donc là, et comme les images satellites, soit c'était en sinusoïdal, on les transformait en Daxlank, toutes les images étaient comme ça. On avait été, on faisait des stacks de différentes sources, et ça, plus aucun problème. C'est un grand dénominateur commun et c'est tout à fait compatible avec les positionnements GPS, etc. Donc, ça a ce grand avantage. Le Lambert 72 n'est pas tout à fait compatible. Voilà. Donc, alors que le Lambert 2008, et c'est ça l'intérêt d'adopter le Lambert 2008, c'est qu'on est beaucoup plus compatible avec les GPS parce qu'on sait rapidement faire une projection sans refaire des reprojections. Là, on part pour le futur, mais on a un point historique. Oui. Là, à la région, on a énormément de données. On a des jeux de données sur des dizaines d'années qui sont en Lambert 72, voire en Lambert 50, des 50. Donc on a les cartes de l'IGM, l'Institut géographique militaire, donc on a des vieilles photos. Donc on a, au niveau des services publics des Wallonie, on a beaucoup d'informations. Si on adopte, Et là, vous pouvez aller sur le géoportail de la Wallonie, qui vous donne accès à un grand nombre d'informations. Et du coup, là, voilà, c'était juste pour dire. Puis là, je vais passer un peu toute la. Non, mais c'est super. Je pense que si vous avez des questions sur les projections, vous allez voir monsieur. Parce que moi, je suis pas aussi calé en projection, mais les logiciels comme les GIS vous permettent de faire à la volée. Donc, bon, moi, j'ai pas trop confiance, mais vous pouvez le refaire si vous le faites, mais permettre de faire à la volée des changements de projection entre vos différentes couches, sachant que si vous travaillez dans la même projection sur toutes vos couches, là, généralement, il n'y a aucun problème. Je vais passer toute la partie sur les projections. Donc voilà, moi, c'est juste cette planche-là sur le WGS 84. Généralement, on trouve beaucoup de données, bon, peut-être pas en Belgique, mais avec ce système. Mais du coup, c'est vraiment le système le plus utilisé à travers le monde et généralement, dans mon expérience personnelle, qu'on travaille
en inter-pays. Généralement, quand on s'échange des couches, quand on s'échange des informations, c'est toujours dans cette projection-là pour être sûr de pouvoir comparer ce qui est comparable. Ou en UTM, ça dépend aussi. C'est les deux grands systèmes qui sont utilisés. Donc, l'analyse GIS basique. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous aviez une barre avec les différents onglets vecteurs, raster, database, etc. Donc, si vous avez un vecteur que vous voulez modifier, bah, vous allez dans l'onglet vecteur. Ici, par exemple, Geoprocessing Tool, et vous avez deux couches vecteurs que vous voulez ajouter. Vous cliquez sur l'onglet Union, ça va vous ajouter les vecteurs ensemble. Enfin, il y a plein d'opérations comme ça que vous pouvez faire sur les vecteurs, juste en cliquant sur cet onglet. Donc là, vous avez une fenêtre qui vous montre la table d'attributs des vecteurs. Donc là, chaque colonne représente un attribut du vecteur 1, 2, 3, etc. Donc chaque vecteur a un ID propre. Et vous pouvez, comme je vous disais tout à l'heure, aller faire des calculs sur la surface, le périmètre, etc. Donc vous ajoutez un attribut, vous cliquez sur le petit bouton ici, et vous calculez toutes les surfaces de tous vos polygones. Au niveau map thématique, donc vous avez une Sentinel-2 qui a été traitée en classification sur Snap. Donc vous avez la végétation, l'urbain et l'eau. Vous avez 3 catégories. Vous pouvez du coup ajouter, donc vous avez pixel 1, 2, 3. Vous pouvez ajouter la carte dans le visualisateur et modifier les couleurs de chacune de vos catégories. Pour afficher l'eau en bleu, la végétation en vert, l'urbain en rouge, etc., pour pouvoir visualiser et ensuite mettre d'autres couches par-dessus. Donc ça, c'est les éléments typiques d'une carte. Bon, comme tout bon géographe, je pense qu'il y a appris à l'école, il y a un titre, il y a la map, il y a une légende, il y a une échelle une flèche du nord. Et ensuite, vous pouvez ajouter l'auteur, l'organisation, etc., etc. Pour les exports, vous pouvez exporter, donc vous faites clic droit sur votre couche, vous faites Save As, et vous avez une ribambelle de formats auxquels vous pouvez exporter votre couche. Donc si c'est un shape, je vais l'exporter en KML pour le visualiser sur Google Earth. Bah, je l'exporte en KML et j'ai le fichier, et je peux visualiser ma couche sur Google Earth. Et donc vous avez des différentes apparences d'export et de style dans QGIS où vous avez différents formats de fichiers. Mais ça, il faut l'utiliser pour voir ce que font les différents formats. Donc, dans cette utilisation basique du GIS, vous avez vu que vous pouvez utiliser un certain nombre de couches, que vous pouvez, ces couches-là, les mettre dans un même visualisateur, les rendre cohérentes entre elles, extraire de l'information à partir de ces couches, et donc, à la fin, faire un produit, le produit qui vous intéresse, à partir de toutes ces couches. Vous pouvez jouer sur le système de coordonnées de référence, donc selon que vous soyez dans un pays, que vous utilisez le système local ou le WS84 global, etc. Vous pouvez tout reprojeter, donc si vous passez un système français à un système belge ou vice-versa, vous pouvez tout reprojeter dans le système qu'utilisent vos partenaires, vos collègues, vos clients, etc. Et jouer avec un nombre de data et faire énormément de choses à partir de plugins, à partir des outils de base de QGIS, pour créer de l'information. Et je crois que c'est tout.